La matinée s'ouvrait doucement sur le quartier du Mistral, comme si rien ne pouvait troubler l'équilibre fragile qui s'était installé après les derniers drames. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, chacun portait encore les traces d'événements récents, et les regards, même furtifs, semblaient chargés de souvenirs encore trop frais pour être oubliés. Au bar du Mistral, Morgane franchit le seuil avec une énergie contenue, comme si elle cherchait à masquer un trouble qu'elle ne s'avouait pas encore complètement. Elle n'était pas venue là par hasard, même si elle se répétait le contraire. Son regard balayait la pièce avec une fausse indifférence, jusqu'à croiser celui de Baptiste. Ce dernier, appuyé contre le comptoir, semblait absorbé par ses pensées. Lorsqu'il aperçut Morgane, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mélange d'amusement et de retenue. Il s'approcha d'elle avec une aisance qui contrastait avec la tension perceptible dans l'air. Morgane tenta de garder contenance, mais sa voix trahit une légère hésitation lorsqu'elle lui demanda des nouvelles de Laura. Cette question, anodine en apparence, cachait une curiosité plus profonde, presque une inquiétude, qu'elle ne cherchait pas à expliquer. Baptiste répondit calmement, puis, comme pris d'un élan de sincérité, s'excusa pour son attitude passée. Cette excuse, inattendue, déstabilisa Morgane plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit une chaleur lui monter au visage, mélange d'embarras et de satisfaction. Pour reprendre le contrôle, elle lança une proposition légère, presque provocatrice, une revanche au baby-foot. Baptiste eut un léger rire, mais sa réponse fut un refus. Il évoqua le travail, les obligations, tout ce qui pouvait justifier son indisponibilité. Pourtant, quelque chose dans son regard semblait contredire ces mots, comme s'il testait les limites de Morgane autant qu'il cherchait à se protéger. Morgane encaissa ce refus avec un sourire forcé. Elle avait l'habitude de ne pas se laisser atteindre, mais cette fois, la sensation était différente. Ce n'était pas seulement un refus, c'était une frustration diffuse, celle de ne pas comprendre ce qui se jouait réellement entre eux. Elle quitta le Mistral avec une démarche assurée, mais une fois seule, son esprit s'emballa. Pourquoi ce garçon, qui semblait pourtant intéressé, maintenait-il cette distance? Était-ce un jeu, une défense, ou simplement un manque d'intérêt qu'elle refusait d'accepter? Dans le même temps, au pavillon des fleurs, l'atmosphère était plus grave. Morgane s'y rendit pour récupérer un dossier concernant une femme victime de violences conjugales. Ce type d'affaire ne la laissait jamais indifférente, et son implication dépassait souvent le simple cadre professionnel. Blanche, toujours attentive, l'accueillit avec douceur. Mais à peine Morgane évoqua-t-elle le dossier que Blanche lui rappela qu'il avait déjà été envoyé par mail la veille. Une simple information, sans importance en apparence, mais qui suffit à faire vaciller l'assurance de Morgane. Ce moment, anodin pour les autres, fut pour elle un instant de gêne profonde. Elle se sentit maladroite, presque inutile, comme si elle perdait pied dans un environnement où elle voulait pourtant prouver sa valeur. Et c'est à ce moment précis que Baptiste apparut, témoin silencieux de la scène. Son regard, accompagné d'un sourire discret, accentua encore le malaise de Morgane. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir cette présence qui, pourtant, l'attirait autant qu'elle la déstabilisait. Elle tenta de reprendre le contrôle de la situation en enchaînant sur des questions professionnelles, mais son esprit restait ailleurs. Chaque mot semblait peser, chaque geste calculé, comme si elle craignait de révéler malgré elle ce qu'elle ressentait vraiment. Plus tard, en quittant le pavillon, Morgane se surprit à repenser à cette scène. Le sourire de Baptiste, sa manière d'être là sans intervenir, avait laissé une empreinte inattendue. Ce n'était pas moqueur, pas vraiment. C'était autre chose, quelque chose de plus complexe qu'elle n'arrivait pas à définir. Pendant ce temps, au commissariat, l'ambiance était tendue. Jean-Paul Bauer analysait les dépositions de Barbara et Laura avec une attention particulière. Les mots employés, les silences, les détails omis, tout lui semblait suspect. Il partagea ses doutes avec Patrick, soulignant le caractère trop flou de certains passages. Selon lui, les deux femmes n'avaient pas tout dit. Leur récit manquait de précision sur un point crucial, la manière dont elles avaient réussi à maîtriser Artaud Kéris. Patrick, cependant, adopta une position différente. Il connaissait Laura, son passé, son intégrité. Pour lui, il était difficile d'imaginer qu'elle puisse manipuler la vérité. Il préférait croire à une version sincère, même incomplète. Le débat entre les deux hommes ne se limita pas à une simple divergence d'opinion. Il révélait une tension plus profonde, entre instinct policier et confiance humaine. Jean-Paul, pragmatique, cherchait des preuves. Patrick, lui, s'appuyait sur son expérience et sa connaissance des personnes. Finalement, ils en vinrent à une conclusion inattendue. Laura, avec son sang-froid et son expérience,
aurait fait une excellente recrue pour la police. Cette réflexion, presque ironique au vu de la situation, soulignait à quel point les frontières entre passé et présent restaient floues. Au cabinet médical, l'ambiance était radicalement différente. Léa et Babette accueillaient Jennifer avec chaleur, comme pour compenser les épreuves récentes. Un cadeau, une invitation à dîner. Tout était fait pour recréer un semblant de normalité. Jennifer, cependant, semblait ailleurs. Son regard portait une distance nouvelle, comme si quelque chose en elle s'était brisé ou, au contraire, réveillé. Elle accepta le cadeau, mais déclina l'invitation avec une explication inattendue. Elle évoqua un week-end en Thalasso, une parenthèse de bien-être. Ces mots étaient simples, mais leur portée était plus profonde. Ce n'était pas seulement une pause, c'était une fuite, un besoin de se retrouver loin de tout. Puis, sans transition, elle annonça sa décision de démissionner. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Léa et Babette échangèrent un regard, incapables de réagir immédiatement. Jennifer expliqua son choix avec une lucidité désarmante. Avoir frôlé la mort avait changé sa perception des choses. Son travail, qu'elle avait longtemps considéré comme stable et rassurant, lui apparaissait désormais comme une impasse. Ce besoin de changement n'était pas impulsif. Il était le résultat d'une prise de conscience brutale, d'un face-à-face avec sa propre fragilité. Elle ne voulait plus survivre, elle voulait vivre autrement. Léa tenta de la raisonner, de lui rappeler ce qu'elle risquait de perdre. Babette, plus silencieuse, observait Jennifer avec une inquiétude profonde. Elle comprenait que ce genre de décision ne pouvait être empêchée, seulement accompagnée. Jennifer, elle, semblait apaisée. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Même si cela signifiait tout remettre en question. À la résidence Massalia, la journée avançait lentement, portée par une atmosphère plus intime. Morgan retrouva Laura, et leur échange prit rapidement une tournure inattendue. Elle avoua, sans détour, avoir changé d'avis sur Arthur. Ses mots étaient sincères, presque hésitants, comme si elle découvrait elle-même ce qu'elle ressentait réellement. Ce qu'elle reconnaissait surtout, c'était sa propre jalousie. Une émotion qu'elle avait refusé de voir, préférant la transformer en jugement. Cette prise de conscience, difficile, marquait un tournant dans leur relation. Laura, surprise mais touchée, accueillit ces paroles avec bienveillance. Leur réconciliation ne fut pas spectaculaire, mais elle était authentique. Elle reposait sur une vérité enfin assumée. Pour Morgan, c'était une libération. En acceptant ses propres failles, elle se rapprochait non seulement de sa sœur, mais aussi d'elle-même. Une étape nécessaire pour avancer, même si le chemin restait incertain. Pendant ce temps, à la villa, Thomas tentait de s'occuper l'esprit en se lançant dans une tâche anodine, nettoyer la piscine. Le bruit du souffleur de feuilles résonnait dans le jardin, brisant le calme ambiant. Gabriel, qui profitait d'un moment de repos, fut rapidement agacé par ce vacarme. Son irritation était disproportionnée, révélant une fatigue accumulée et une tension sous-jacente. Thomas, absorbé par son activité, ne semblait pas percevoir l'ampleur de cette réaction. Pourtant, ce simple incident marquait le début d'une série d'événements qui allaient progressivement transformer leur quotidien. Car au-delà du bruit, au-delà des petites tensions, quelque chose d'invisible semblait déjà s'installer dans cette maison. Une présence, une impression diffuse, difficile à expliquer mais impossible à ignorer. Et ce n'était que le début. Au fil des heures, le quartier du Mistral semblait retrouver une certaine routine, mais derrière chaque geste banal se cachait une tension latente. Comme si les événements récents avaient laissé une empreinte invisible, prête à ressurgir à tout moment, au détour d'un mot ou d'un regard. En fin d'après-midi, Baptiste se présenta à la résidence Massalia. Sa venue n'avait rien d'innocent, même s'il n'aurait jamais su l'expliquer clairement. Il se convainquait qu'il était simplement de passage, qu'il avait quelque chose à régler. Pourtant, au fond de lui, il savait très bien qui il espérait croiser. Morgan, de son côté, ne s'attendait pas à le voir. Lorsqu'elle ouvrit la porte et tomba nez à nez avec lui, une surprise fugace traversa son visage avant qu'elle ne retrouve son masque habituel. Elle croisa les bras, adoptant une posture défensive, comme si elle refusait de lui montrer la moindre faille. Leurs échanges commencèrent sur un ton piquant, presque agressif. Chaque phrase était une provocation, chaque réponse une riposte. Pourtant, sous cette surface conflictuelle, une énergie différente circulait. Quelque chose de vivant, d'imprévisible, qui les poussait à rester l'un face à l'autre malgré tout. Baptiste lança une remarque ironique, Morgan répondit du tac au tac. Ils se rapprochaient sans s'en rendre compte, comme attirés par une force qu'ils ne maîtrisaient pas. Ce jeu, qu'ils semblaient maîtriser, les dépassait en réalité. Puis, sans prévenir, le ton changea. Un silence s'installa, plus lourd que leur provocation.
Ce n'était plus un affrontement, mais une suspension, un moment où chacun attendait que l'autre fasse un pas. C'est Baptiste qui céda le premier. Il évoqua, presque à contre-cœur, cette fameuse revanche au baby-foot. Morgane leva les yeux vers lui, surprise, comme si elle n'osait pas croire à ce retournement. Elle accepta, mais sans enthousiasme apparent. Elle fit mine de ne pas accorder d'importance à cette proposition, alors même que son regard trahissait le contraire. Ils fixèrent une date, un simple mardi, comme un rendez-vous ordinaire. Mais pour eux, ce n'était pas anodin. C'était une promesse implicite, une manière détournée de se revoir, de prolonger ce lien fragile qui se construisait malgré eux. Lorsqu'il partit, Morgane resta un instant immobile. Elle tenta de rationaliser ce qu'elle venait de vivre, mais les mots lui manquaient. Elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'inquiéter. Tout ce qu'elle ressentait était confus, intense, et profondément déroutant. Pendant ce temps, au Mistral, Barbara retrouvait un lieu qu'elle connaissait par cœur, mais qui lui semblait légèrement différent. Peut-être était-ce elle qui avait changé, ou peut-être était-ce le poids des événements récents qui altérait sa perception. L'arrivée de Louis et de Yaël marqua un moment suspendu. Lorsqu'elle aperçut son fils, Barbara sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla pour le serrer contre elle, comme si ce simple geste pouvait effacer les peurs qu'elle avait traversées. Ce contact, chaleureux et rassurant, fut une bouffée d'oxygène. Pendant quelques secondes, tout le reste disparut. Il n'y avait plus de drame, plus de doute, seulement ce lien indestructible entre une mère et son enfant. Louis observa la scène en silence. Son regard était chargé de culpabilité. Il savait qu'il n'avait pas été là quand Barbara avait eu besoin de lui. Cette absence, même involontaire, pesait lourd sur sa conscience. Lorsqu'elle se releva, Barbara se tourna vers lui. Elle le prit dans ses bras, puis l'embrassa. Ce geste, simple en apparence, était pourtant empreint d'une complexité nouvelle. Il ne s'agissait plus d'un élan spontané, mais d'un effort, d'une tentative de maintenir quelque chose qui lui échappait. Louis le ressentit immédiatement. Il n'était pas dupe. Derrière ce baiser, il y avait une distance, une retenue, une hésitation qu'il ne pouvait ignorer. Il tenta d'aborder le sujet avec douceur. Il lui avoua qu'il s'en voulait de ne pas avoir été là pour la protéger. Ses mots étaient sincères, mais ils n'étaient pas suffisants pour combler le vide qui s'était installé. Barbara répondit avec une phrase simple. L'important, c'était qu'ils aillent bien. Mais cette réponse, censée apaiser, sonnait creux. Elle évitait le véritable problème, celui qu'elle refusait de nommer. Un silence s'installa entre eux. Un silence lourd, chargé de tout ce qu'il ne disait pas. Louis sentit une inquiétude monter en lui. Il percevait clairement que quelque chose s'était brisé. Il osa alors mettre des mots sur son ressenti. Il lui dit qu'il sentait que leur relation avait changé. Que quelque chose n'allait plus. Cette confession, honnête et directe, était une tentative désespérée de comprendre. Barbara détourna le regard. Elle ne pouvait pas affronter cette réalité. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle venait de vivre. Elle choisit la fuite, la solution la plus simple et la plus douloureuse à la fois. Elle se tourna vers Yaël, l'appelant comme un refuge. Elle préférait se perdre dans son rôle de mère plutôt que d'affronter celui de femme. Ce choix, instinctif, était révélateur de son état intérieur. Louis resta là, immobile, regardant Barbara s'éloigner. Il comprit qu'il ne pourrait pas la forcer à parler. Mais cette distance, ce refus, ne faisait qu'accentuer son malaise. Au commissariat, Jean-Paul poursuivait son analyse avec une rigueur presque obsessionnelle. Il relisait les dépositions, cherchait des incohérences, des détails qui auraient pu lui échapper. Chaque phrase était disséquée, chaque silence interprété. Pour lui, la vérité ne se trouvait pas seulement dans ce qui était dit, mais aussi dans ce qui était tu. Patrick, de son côté, observait cette démarche avec un mélange de respect et de réserve. Il comprenait l'importance de l'enquête, mais il refusait de perdre de vue l'humain derrière les faits. Leur discussion reprit, plus posée cette fois. Jean-Paul exposa ses doutes avec précision, Patrick répondit avec nuance. Aucun des deux ne cherchait à convaincre l'autre, mais chacun restait fidèle à sa vision. Ce dialogue, au-delà de l'enquête, révélait deux manières d'aborder le monde. L'une basée sur le doute, l'autre sur la confiance. Et entre les deux, une vérité encore insaisissable. Au cabinet médical, Léa et Babette restaient marquées par l'annonce de Jennifer. Le départ de leur collègue n'était pas seulement une perte professionnelle. C'était aussi un bouleversement humain. Elle repensait à son parcours, à ses épreuves, à ce qu'elle avait traversé. Sa décision, aussi brutale soit-elle, prenait un sens lorsqu'on la replaçait dans ce contexte. Léa, plus impulsive, ressentait une forme de frustration. Elle aurait voulu convaincre Jennifer de rester, de ne pas tout abandonner.
Babette, plus lucide, comprenait que certaines décisions ne pouvaient être empêchées. Jennifer, elle, avançait déjà. Dans son esprit, une page était tournée. Même si l'avenir restait incertain, elle ressentait une forme de légèreté nouvelle. Comme si, pour la première fois, elle s'autorisait à choisir pour elle-même. À la résidence Massalia, la soirée s'installait doucement. Morgane repensait encore à sa rencontre avec Baptiste. Elle tentait de donner un sens à ce qu'elle ressentait, mais ses pensées se heurtaient à une réalité simple, elle n'avait pas le contrôle. Cette absence de contrôle la déstabilisait profondément. Elle avait toujours su où elle allait, ce qu'elle voulait. Mais avec lui, tout devenait flou, imprévisible. Elle s'allongea sur son lit, fixant le plafond. Les images de la journée défilaient dans son esprit. Le sourire de Baptiste, ses provocations, ce rendez-vous fixé presque malgré eux. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle attendait déjà ce mardi. Dans le même temps, à la villa, une tension sourde continuait de s'installer. Thomas, encore marqué par sa journée, ne parvenait pas à se détendre. Il repensait à cette altercation avec le voisin, à ses reproches absurdes, à cette histoire de chat, de chlore, de restes alimentaires. Tout cela lui semblait disproportionné, presque irréel. Mais au-delà de cet incident, c'était une sensation plus profonde qui le perturbait. Une impression diffuse, difficile à expliquer. Comme si quelque chose n'allait pas dans cette maison. Il tenta d'en parler à Gabriel, cherchant du réconfort. Mais les mots lui manquaient. Comment expliquer une peur sans cause, une inquiétude sans preuve? Gabriel l'écouta, mais resta pragmatique. Pour lui, il n'y avait rien d'anormal. Seulement une accumulation de petits incidents amplifiés par la fatigue. Thomas hocha la tête, mais au fond de lui, il n'était pas convaincu. Ce qu'il ressentait était réel, même s'il ne pouvait pas le prouver. Et quelque part, il savait que ce n'était que le début. La nuit s'installait progressivement sur le Mistral, enveloppant les rues d'une atmosphère feutrée qui contrastait avec l'agitation intérieure de ses habitants. Derrière les façades éclairées, chacun poursuivait son propre combat, souvent invisible, mais profondément ancré dans les événements récents qui continuaient de laisser des traces. À la villa, Thomas tentait de retrouver une forme de stabilité émotionnelle après une journée marquée par des tensions diffuses et difficiles à expliquer. Il cherchait à rationaliser ses sensations, persuadé qu'elles n'étaient que le produit d'une fatigue accumulée, mais cette explication ne suffisait pas à apaiser le malaise qui persistait en lui. Gabriel, de son côté, avait choisi de se réfugier dans le travail afin d'éviter d'alimenter ce qu'il considérait comme des inquiétudes infondées. Cette posture pragmatique, bien que compréhensible, laissait Thomas seul face à un trouble grandissant, renforçant ainsi un sentiment d'isolement qu'il n'avait pas anticipé. Le silence qui régnait dans la maison ne possédait rien de réellement apaisant. Il semblait au contraire chargé d'une tension sourde, presque palpable, comme si l'espace lui-même retenait quelque chose d'indéfini, prêt à se manifester à tout moment sans jamais se révéler complètement. Pendant ce temps, au Mistral, Barbara poursuivait son service avec une rigueur mécanique, enchaînant les gestes sans réellement y prêter attention. Son esprit restait prisonnier des échanges qu'elle avait eus avec Louis, chaque détail revenant avec une précision troublante, comme si son inconscient refusait de laisser passer ce moment sans en analyser chaque nuance. Elle tentait de comprendre l'origine du malaise qui s'était installé entre eux, mais plus elle y réfléchissait, plus la situation lui semblait insaisissable. Leur relation n'avait pas connu de rupture brutale, elle s'était transformée progressivement, laissant place à une distance qu'elle ne parvenait pas à combler malgré ses efforts. Le souvenir du baiser qu'elle lui avait donné persistait, non pas comme un moment de tendresse, mais comme un geste presque automatique, déconnecté de ce qu'elle ressentait réellement. Cette prise de conscience la déstabilisait profondément, car elle révélait une fracture intérieure qu'elle n'était pas prête à affronter. La présence de Yael constituait un repère stable dans ce chaos émotionnel. Lorsqu'elle le regardait, tout redevenait simple, évident, presque rassurant. Pourtant, cette simplicité mettait en évidence la complexité de sa relation avec Louis, accentuant encore davantage son trouble. Dans les rues du quartier, Louis marchait sans but précis, cherchant inconsciemment à apaiser une tension qu'il ne parvenait pas à nommer. Ils repassaient leur conversation en boucle, tentant de déceler l'instant exact où quelque chose avait basculé, mais aucune réponse claire ne s'imposait à lui. Cette absence de compréhension nourrissait un sentiment d'impuissance qu'il avait rarement éprouvé auparavant. Habitué à agir, à contrôler, à trouver des solutions, il se retrouvait confronté à une situation qui échappait totalement à sa logique habituelle. Au cabinet médical, l'annonce du départ de Jennifer continuait de résonner dans les esprits. Léa éprouvait des difficultés à se concentrer sur son travail,
son attention étant sans cesse attirée par cette décision qu'elle jugeait à la fois brutale et incompréhensible. Elle avait du mal à accepter l'idée que Jennifer puisse quitter cet environnement qu'elles avaient construit ensemble. À ses yeux, il ne s'agissait pas seulement d'un emploi, mais d'un équilibre humain fragile qui risquait désormais de se rompre. Babette, plus réservée dans ses réactions, adoptait une approche différente. Elle percevait dans cette décision une forme de nécessité, née d'une confrontation directe avec la fragilité de la vie. Elle comprenait que certaines expériences imposaient des choix radicaux, même lorsqu'ils semblaient déstabilisants pour les autres. Jennifer, quant à elle, avançait avec une détermination nouvelle. La peur qu'elle avait ressentie face à la mort avait laissé place à une lucidité inattendue, la poussant à redéfinir ses priorités et à s'autoriser un changement qu'elle n'aurait jamais envisagé auparavant. À la résidence Massalia, Morgan restait éveillée, incapable de trouver le sommeil malgré la fatigue accumulée. Ses pensées revenaient sans cesse à sa rencontre avec Baptiste, chaque détail prenant une importance disproportionnée dans son esprit. Elle tentait d'analyser son comportement, cherchant à comprendre les contradictions qui l'avaient déstabilisée, mais ses réflexions ne faisaient que renforcer son incertitude. Elle se trouvait confrontée à une situation qu'elle ne pouvait pas contrôler, ce qui représentait pour elle une expérience inhabituelle et profondément perturbante. Cette perte de repère l'obligeait à explorer une part d'elle-même qu'elle avait toujours évité de regarder. Elle découvrait une vulnérabilité qu'elle ne savait pas gérer, oscillant entre attraction et méfiance, sans parvenir à trouver un équilibre. Non loin de là, Laura observait sa sœur avec une attention silencieuse, consciente que quelque chose avait changé en elle. Elle percevait cette agitation intérieure sans chercher à la provoquer, préférant attendre que Morgan choisisse elle-même de s'exprimer. Elle voyait néanmoins dans cette évolution une opportunité, une manière pour Morgan de se confronter à ses propres limites et d'évoluer. Leur récente réconciliation en était la preuve, marquant un tournant dans leur relation. Au commissariat, Jean-Paul poursuivait son analyse avec une concentration intacte, refusant de relâcher son attention malgré l'absence de preuves concrètes. Il examinait les dépositions avec minutie, convaincu que la vérité se cachait dans les détails les plus insignifiants. Patrick, témoin de cette détermination, respectait la démarche de son collègue tout en conservant une certaine réserve. Il restait persuadé que la situation ne pouvait être réduite à une simple incohérence dans un témoignage, et que la dimension humaine devait être prise en compte. Leur échange, bien que mesuré, révélait une divergence fondamentale dans leur manière d'appréhender les événements. L'un cherchait des preuves tangibles, l'autre privilégiait la compréhension des individus, laissant ainsi apparaître deux approches complémentaires mais parfois opposées. À la villa, la tension atteignait progressivement un point critique. Thomas, incapable de rester immobile, descendit vérifier que tout était en ordre, poussé par une inquiétude qu'il ne parvenait plus à ignorer. Le salon, plongé dans une pénombre inhabituelle, lui renvoyait une image déformée de l'espace qu'il connaissait pourtant bien. Les ombres semblaient plus denses, les contours moins précis, donnant à l'ensemble une dimension presque irréelle. Alors qu'il avançait prudemment, un bruit sec retentit, brisant le silence de manière brutale. Il s'immobilisa immédiatement, son corps réagissant avant même qu'il ne puisse analyser la situation, tandis que son esprit tentait désespérément d'identifier l'origine du son. L'absence de réponse amplifia son malaise. Le silence qui suivit semblait encore plus lourd, comme s'il contenait une menace invisible prête à surgir sans prévenir. Malgré cela, Thomas décida de poursuivre, refusant de céder à une peur qu'il jugeait irrationnelle. Lorsqu'il s'approcha du tableau électrique, une sensation étrange l'envahit, une intuition difficile à définir mais impossible à ignorer. Il hésita brièvement, partagé entre prudence et nécessité de comprendre ce qui se passait réellement. C'est à cet instant précis que l'alarme de la maison se déclencha avec une violence inattendue, saturant l'espace d'un bruit strident qui désorienta immédiatement Thomas. Pris de panique, il se précipita vers le boîtier pour tenter de stopper ce signal assourdissant. Ses gestes, devenus désordonnés sous l'effet du stress, le conduisirent à agir sans réflexion, cherchant simplement à mettre fin à cette situation qui lui échappait complètement. Dans cette confusion, il perdit toute capacité d'analyse, réagissant uniquement par instinct. La décharge électrique survint alors de manière brutale, traversant son corps avec une intensité fulgurante. Son organisme se contracta sous l'effet du choc, tandis que son esprit se vidait instantanément, incapable de traiter ce qui venait de se produire. L'instant sembla se suspendre, comme si le temps lui-même se fragmentait sous l'impact. Puis, sans transition, tout bascula dans l'obscurité. À cet exact moment, sans qu'aucun témoin ne puisse en mesurer la portée,
La situation prenait une tournure irréversible, marquant le véritable point de départ d'un cauchemar dont Thomas ignorait encore l'ampleur. La violence du choc avait laissé la maison figée dans un silence brutal, comme si même les murs avaient été témoins de ce qui venait de se produire. L'alarme, après quelques secondes interminables, s'était finalement arrêtée, laissant derrière elle une impression de vide encore plus oppressante que le bruit lui-même. Thomas gisait au sol, immobile, son corps encore parcouru de résidus de tension nerveuse. Sa respiration, d'abord imperceptible, reprenait lentement un rythme irrégulier, signe fragile que la vie persistait malgré la violence de la décharge qu'il venait de subir. Dans la pièce, rien ne semblait avoir changé en apparence. Les objets étaient à leur place, la lumière diffusait une clarté normale, et pourtant, l'atmosphère avait basculé. Quelque chose d'invisible venait de s'installer, une rupture dans la continuité du réel que rien ne pouvait effacer. À l'étage, Gabriel, alerté par le vacarme, puis par le silence soudain, ressentit une inquiétude croissante. Ce changement brutal d'ambiance ne correspondait à rien de logique. Il descendit précipitamment, son esprit oscillant entre rationalité et instinct. Lorsqu'il arriva dans le salon, son regard se posa immédiatement sur Thomas étendu au sol. Pendant une fraction de seconde, il resta figé, comme incapable de comprendre ce qu'il voyait, avant que la réalité ne s'impose avec une brutalité absolue. Il se précipita vers lui, s'agenouillant à ses côtés, cherchant à évaluer son état avec une précision médicale malgré l'angoisse qui montait en lui. Chaque geste était rapide, maîtrisé, mais son regard trahissait une inquiétude qu'il ne parvenait pas à contenir. Il vérifia son pouls, sa respiration, appelant son nom avec une insistance croissante. Ce moment suspendu, où aucune réponse ne venait, lui parut interminable. Puis, enfin, un signe. Une respiration plus nette, un frémissement imperceptible. Ce simple indice suffit à le ramener à l'action. Il se releva, cherchant immédiatement son téléphone pour appeler les secours, tout en gardant un œil constant sur Thomas, comme s'il craignait qu'il ne lui échappe à nouveau. Pendant ce temps, à l'extérieur, la nuit poursuivait son cours, indifférente à ce qui se déroulait à l'intérieur de la villa. Les lumières des habitations voisines brillaient paisiblement, ignorant le drame silencieux qui venait de s'y jouer. Au Mistral, Barbara terminait sa journée sans se douter de ce qui venait d'arriver. Elle rangeait les derniers verres, essuyait le comptoir avec une concentration presque excessive, comme si elle cherchait à occuper son esprit pour éviter de replonger dans ses pensées. Mais malgré ses efforts, son esprit revenait sans cesse à Louis. À ce qu'il avait dit, à ce qu'elle n'avait pas répondu. Ce vide laissé par leur non-dit devenait de plus en plus difficile à ignorer. Elle savait qu'elle devrait affronter cette conversation tôt ou tard, mais l'idée même de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait lui semblait insurmontable. Elle craignait que la vérité, une fois exprimée, ne rende les choses irréversibles. Dans un coin de la salle, Yael s'était endormi, paisible, inconscient des tensions qui agitaient les adultes autour de lui. Barbara le regarda longuement, cherchant dans cette image une forme de réconfort. Ce lien maternel, solide et évident, contrastait avec la fragilité de ses autres relations. Il représentait un point d'ancrage, une certitude dans un monde devenu incertain. Dans les rues du quartier, Louis s'était arrêté, appuyé contre un mur, le regard perdu dans le vide. Il ne cherchait plus à analyser la situation. Il se contentait de ressentir, laissant la frustration et l'incompréhension l'envahir. Il comprenait que Barbara s'éloignait, même si elle ne le disait pas clairement. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, lui donnait le sentiment qu'il perdait quelque chose sans pouvoir intervenir. Au cabinet médical, la soirée se prolongeait dans un calme relatif. Léa et Babette échangeaient encore sur la décision de Jennifer, tentant de donner un sens à ce choix qui bouleversait leur équilibre. Léa exprimait son incompréhension avec une certaine intensité, cherchant des arguments pour expliquer pourquoi Jennifer devrait rester. Mais au fond, elle savait que ces arguments ne suffiraient pas. Babette, plus mesurée, l'écoutait en silence avant de répondre avec douceur. Elle rappelait que certaines expériences changeaient irrémédiablement une personne, et qu'il fallait parfois accepter ces transformations, même si elles dérangeaient. Jennifer, de son côté, avait quitté le cabinet depuis un moment déjà. Elle marchait seule, laissant l'air frais de la nuit apaiser le tumulte intérieur qu'elle avait ressenti en annonçant sa décision. Chaque pas la rapprochait d'un avenir incertain, mais elle ne ressentait plus la peur qui l'avait longtemps accompagnée. Ce qu'elle éprouvait désormais ressemblait davantage à une forme de liberté. À la résidence Massalia, Morgane, toujours éveillée, fixait son téléphone sans réellement le regarder. Elle hésitait à écrire, à envoyer un message, puis se ravisait aussitôt.
Cette hésitation traduisait une lutte intérieure entre son désir d'agir et sa peur de se dévoiler. Elle n'était pas prête à franchir cette étape, pas encore. Elle repensa à Baptiste, à son regard, à sa manière de détourner les choses tout en restant présent. Cette ambiguïté l'intriguait autant qu'elle l'agaçait. Finalement, elle posa son téléphone et ferma les yeux. Elle comprenait qu'elle ne pourrait pas contrôler cette situation comme elle l'aurait voulu. Et pour la première fois, elle acceptait cette idée. Au commissariat, Jean-Paul poursuivait son travail malgré l'heure tardive. Il relisait encore les dépositions, cherchant un détail qui pourrait confirmer ses intuitions. Patrick, en le voyant ainsi absorbé, décida de ne pas intervenir. Il savait que ce genre de moment était essentiel pour son collègue, qu'il avait besoin d'aller au bout de son raisonnement. La lumière blafarde du bureau accentuait la fatigue sur leur visage, mais aucun des deux ne semblait prêt à abandonner. L'enquête, même en apparence secondaire, continuait de les mobiliser. À la villa, les secours arrivèrent finalement, brisant le silence qui s'était installé. Les gestes des intervenants étaient précis, rapides, maîtrisés, contrastant avec l'inquiétude palpable de Gabriel. Thomas fut pris en charge, son corps encore marqué par la décharge électrique. Les médecins évaluèrent son état, échangeant des informations techniques dans un langage que seul Gabriel comprenait pleinement. Malgré son expertise, il se sentait impuissant. Il ne pouvait qu'observer, attendre, espérer que les conséquences ne soient pas trop graves. Lorsque Thomas fut emmené, la maison retrouva son calme apparent. Mais ce calme n'avait plus rien de rassurant. Il était désormais chargé d'un souvenir, d'un événement qui venait de marquer un point de non-retour. Gabriel resta seul quelques instants dans le salon, regardant autour de lui comme s'il découvrait les lieux pour la première fois. Tout semblait identique, et pourtant, rien ne l'était vraiment. Une question persistait dans son esprit, lancinante. Comment une situation aussi banale avait-elle pu dégénérer de cette manière ? Et au-delà de cette question, une inquiétude plus profonde commençait à émerger. Une sensation diffuse que ce qui venait de se produire n'était peut-être pas un simple accident. Dans l'obscurité de la nuit, cette idée prenait forme, lentement mais sûrement, annonçant que ce cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain matin s'annonça avec une lumière presque trompeuse, comme si la nuit précédente n'avait laissé aucune trace visible de ce qui s'était produit. Pourtant, pour ceux qui en avaient été témoins ou qui en subissaient désormais les conséquences, rien n'était réellement revenu à la normale. À l'hôpital, Thomas reprenait lentement conscience dans un environnement aseptisé, rythmé par le bip régulier des machines qui surveillaient ses constantes. Son esprit, encore embrumé, tentait de reconstituer les événements, mais les images restaient fragmentées, comme si une partie de la réalité lui échappait volontairement. Gabriel, présent à ses côtés, observait chaque signe de réveil avec une attention extrême, mêlant à la fois son regard de médecin et celui d'un homme profondément inquiet. Il cherchait à analyser les réactions de Thomas, à anticiper les séquelles possibles, tout en essayant de contenir l'angoisse qui persistait en lui. Lorsque Thomas ouvrit enfin les yeux, son regard trahit immédiatement une confusion profonde. Il tenta de parler, mais sa voix resta hésitante, comme si les mots eux-mêmes refusaient de se former clairement. Cette difficulté, bien que passagère, suffit à raviver l'inquiétude de Gabriel. Les médecins expliquèrent que la décharge électrique avait provoqué un choc important, nécessitant une surveillance attentive. Rien d'irréversible ne semblait à ce stade, mais les conséquences restaient imprévisibles, ce qui imposait une vigilance constante dans les heures à venir. Dans le même temps, la villa demeurait silencieuse, vidée de toute présence humaine, mais chargée d'une atmosphère nouvelle. Ce lieu, qui avait déjà suscité un malaise chez Thomas, apparaissait désormais comme un espace marqué par l'événement, presque transformé par ce qui s'y était produit. Au Mistral, la nouvelle de l'accident se propagea rapidement, suscitant une réaction immédiate chez ceux qui connaissaient Thomas. Barbara, en apprenant ce qui s'était passé, ressentit un choc brutal, comme si la réalité venait de la rattraper sans prévenir. Elle s'arrêta un instant, incapable de poursuivre ses gestes habituels, tandis que les informations se mettaient en place dans son esprit. L'image de Thomas, telle qu'elle l'avait vue la veille, contrastait violemment avec celle qu'elle imaginait désormais à l'hôpital. Sans hésiter, elle confia Yael à une personne de confiance et décida de s'y rendre. Ce choix, instinctif, révélait l'importance que Thomas occupait dans sa vie, au-delà des tensions et des préoccupations du moment. Dans les rues du quartier, l'agitation reprenait son cours, mais pour certains, le temps semblait suspendu. Louis, apprenant à son tour la nouvelle, ressentit une inquiétude immédiate, bien qu'il tente de la contenir. Il savait que Barbara serait affectée, et cette pensée suffisait à raviver en lui le besoin de la rejoindre.
Pourtant, il hésita. Leur relation étant déjà fragilisée, il ne voulait pas aggraver la situation en s'imposant. Au cabinet médical, Léa et Babette reçurent également l'information. Leur réaction fut immédiate, mêlant inquiétude professionnelle et attachement personnel. Elles connaissaient les risques liés à ce type d'accident et comprenaient l'importance d'une prise en charge rapide. Léa exprima immédiatement le désir de se rendre à l'hôpital, tandis que Babette organisait déjà la gestion du cabinet pour permettre cette absence. Leur coordination, naturelle, témoignait de leur expérience et de leur capacité à réagir efficacement en situation de crise. Jennifer, de son côté, apprit la nouvelle alors qu'elle s'apprêtait à partir pour son week-end. Cette information provoqua en elle une réaction inattendue, ravivant des émotions qu'elle pensait avoir mises à distance. Elle resta immobile quelques instants, confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait ignorer. Ce départ, qu'elle avait envisagé comme une coupure nécessaire, se trouvait soudain remis en question par un événement qui la ramenait à ses attaches. À la résidence Massalia, Morgan fut informée par Laura, qui suivait de près les événements grâce aux informations circulant dans le quartier. La réaction de Morgan fut immédiate, marquée par une inquiétude sincère. Elle repensa à la veille, à l'état de Thomas, à cette impression qu'il avait exprimée sans réellement pouvoir la définir. Cette sensation, qu'elle avait peut-être sous-estimée, prenait désormais une dimension nouvelle. Sans attendre, elle décida de se rendre à l'hôpital, accompagnée de Laura. Ce déplacement, au-delà de l'inquiétude, traduisait un besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Au commissariat, Jean-Paul et Patrick furent également informés de l'accident. Bien que la situation ne relève pas directement d'une enquête criminelle à ce stade, un doute subsistait. Jean-Paul, fidèle à son instinct, ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur les circonstances exactes de l'incident. Trop d'éléments lui semblaient inhabituels pour être ignorés. Patrick, plus prudent, préférait attendre des éléments concrets avant de tirer des conclusions. Toutefois, il reconnaissait que certains détails méritaient d'être examinés avec attention. À l'hôpital, les visites commencèrent à s'enchaîner, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et tendue. Barbara arriva parmi les premières, son visage trahissant une inquiétude qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Lorsqu'elle entra dans la chambre, son regard se posa immédiatement sur Thomas. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait de le perturber, puis resta quelques secondes silencieuse avant de lui adresser quelques mots rassurants. Thomas, encore affaibli, tenta de lui répondre, mais son regard semblait chercher quelque chose de plus profond, comme s'il voulait transmettre une sensation qu'il ne parvenait pas à formuler. Ce moment, chargé d'émotion, fut interrompu par l'arrivée d'autres proches, chacun apportant son soutien à sa manière. L'espace se remplit progressivement, transformant la chambre en un lieu de rassemblement marqué par une inquiétude commune. Gabriel, observant cette scène, ressentit à la fois un soulagement et une tension persistante. La présence de leurs proches constituait un soutien indéniable, mais elle ne dissipait pas les questions qui restaient en suspens. Car au-delà de l'accident, une interrogation subsistait, silencieuse mais insistante. Comment un simple geste avait-il pu provoquer une réaction aussi violente? Et plus encore, pourquoi Thomas avait-il ressenti ce malaise avant même que cela ne se produise? Dans cet enchevêtrement d'émotions et d'interrogations, une certitude commençait à émerger. Ce qui s'était passé ne pouvait être considéré comme un simple incident isolé. Quelque chose, dans cette maison, dans ces circonstances, échappait encore à leur compréhension. Et tant que cette vérité resterait cachée, le danger continuerait de planer, prêt à frapper à nouveau. La journée avançait lentement, mais l'atmosphère à l'hôpital restait suspendue, comme si le temps lui-même s'était adapté à l'état fragile de Thomas. Chaque mouvement dans la chambre semblait mesuré, chaque parole pesée, afin de ne pas troubler un équilibre encore incertain. Thomas, malgré son réveil, demeurait profondément marqué par ce qu'il avait vécu. Son regard se posait sur les visages qui l'entouraient, reconnaissant chacun d'eux, mais avec une distance inhabituelle, comme si une partie de lui restait encore coincée dans cet instant où tout avait basculé. Gabriel, toujours à ses côtés, ne quittait pas son rôle de médecin, mais ses gestes trahissaient une implication plus intime. Il surveillait chaque variation, chaque réaction, cherchant à anticiper d'éventuelles complications tout en tentant de rassurer ceux qui venaient lui rendre visite. Barbara, restée près du lit pendant un long moment, observait Thomas avec une attention silencieuse. Elle repensait à leur relation, à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, et à quel point la possibilité de le perdre, même brièvement, avait réveillé en elle une peur profonde. Ce sentiment ne se limitait pas à l'inquiétude. Il révélait une forme d'attachement qu'elle ne prenait pas toujours le temps d'exprimer,
comme si certaines évidences ne se révélaient pleinement que lorsqu'elle était menacée. Dans le même temps, les échanges entre les proches se faisaient plus discrets, chacun cherchant à trouver sa place dans cet espace devenu à la fois intime et collectif. Léa et Babette, présentes à leur tour, analysaient la situation avec un regard médical, tout en partageant l'inquiétude générale. Elles échangeaient avec Gabriel des informations précises, évoquant les conséquences possibles d'une électrocution, les risques neurologiques, les réactions différées. Leur discussion, bien que technique, restait empreinte d'une tension émotionnelle difficile à ignorer. Jennifer, finalement, n'avait pas quitté la ville. Sa décision de partir s'était suspendue face à la nouvelle de l'accident, comme si cet événement venait remettre en perspective ses propres choix. Elle se présenta à l'hôpital avec une hésitation visible, consciente que sa présence pouvait surprendre. En entrant dans la chambre, elle ressentit immédiatement le poids de la situation. Elle observa Thomas, puis échangea un regard avec les autres, comprenant sans qu'il soit nécessaire de parler que quelque chose avait changé pour chacun d'eux. Ce moment renforça en elle une certitude naissante, quitter sa vie actuelle ne signifiait pas forcément couper tous les liens. Il s'agissait plutôt de redéfinir la manière dont elle voulait exister au sein de ses relations. À la résidence Massalia, Morgan et Laura, revenus de l'hôpital, poursuivaient leurs réflexions sur les événements. Morgan ne parvenait pas à se détacher de l'idée que Thomas avait ressenti un malaise avant l'accident. Cette intuition, qu'elle avait d'abord considérée comme une simple inquiétude, lui apparaissait désormais sous un angle différent. Elle se demandait si certains signes avaient été ignorés, ou si une explication plus rationnelle restait encore à découvrir. Laura, plus mesurée, tentait de tempérer cette réflexion, mais elle ne pouvait nier que certains éléments restaient troublants. Leur échange, bien que calme, révélait une inquiétude partagée face à une situation encore floue. Au commissariat, Jean-Paul poursuivait ses recherches avec une attention redoublée. L'accident de Thomas, bien qu'en apparence isolé, venait s'ajouter à un ensemble de faits qu'il ne parvenait pas à relier clairement, mais qu'il refusait de considérer comme anodins. Patrick, conscient de cette démarche, acceptait désormais l'idée qu'une vérification plus approfondie pouvait être nécessaire. Sans parler d'enquête officielle, il reconnaissait que certaines circonstances méritaient d'être examinées avec rigueur. Cette évolution marquait un tournant dans leur position. Ce qui relevait jusque-là du doute personnel commençait à prendre une dimension plus concrète, ouvrant la voie à une possible investigation. À la villa, le silence persistait, mais il ne s'agissait plus d'un simple calme. La maison semblait désormais porter les traces invisibles de ce qui s'y était produit, comme si l'espace lui-même conservait une mémoire que personne ne pouvait effacer. Les objets, les murs, les installations électriques. Tout paraissait normal, et pourtant, cette normalité devenait suspecte. L'absence d'explication renforçait le malaise, transformant chaque détail en source potentielle d'inquiétude. Gabriel, revenu brièvement sur place après avoir laissé Thomas sous surveillance, parcourut les pièces avec une attention nouvelle. Il ne cherchait pas seulement une cause technique, mais aussi un élément qui pourrait donner du sens à ce qu'il avait vécu. Chaque vérification qu'il effectuait ne faisait que confirmer l'absence d'anomalies évidentes. Ce constat, loin de le rassurer, alimentait une inquiétude plus profonde. Il avait besoin d'une explication claire, et le fait de ne pas en trouver en créait une autre, plus dérangeante encore. En fin de journée, Thomas semblait reprendre des forces, mais son regard trahissait toujours une forme de trouble persistant. Il tenta d'évoquer ce qu'il avait ressenti avant l'accident, mais ses mots restaient imprécis, comme si son esprit refusait de revivre pleinement ce moment. Il ne parlait pas seulement d'un geste technique, d'un boîtier électrique ou d'une alarme. Il évoquait une sensation, une impression diffuse, une inquiétude qui l'avait précédé et qu'il ne parvenait pas à expliquer rationnellement. Ce témoignage, bien que flou, marqua ceux qui l'écoutaient. Il introduisait une dimension nouvelle, moins tangible, mais tout aussi importante. Celle d'un ressenti qui ne pouvait être ignoré. La soirée s'acheva dans une atmosphère mêlant soulagement et incertitude. Thomas était en vie, conscient, entouré. Mais les questions restaient entières, suspendues dans l'air comme une menace invisible. Au Mistral, Barbara retrouva enfin un moment de solitude. Assise face à un verre qu'elle ne touchait pas, elle repensait à tout ce qui s'était passé, à ce que cet événement avait révélé en elle. La peur de perdre Thomas, l'incapacité à affronter Louis, la nécessité de faire des choix. Tout se mêlait dans son esprit, dessinant un avenir incertain qu'elle ne pouvait plus ignorer. Dans les rues, Louis hésitait encore à la rejoindre. Il comprenait que quelque chose devait être dit, mais il ne savait pas comment. Cette distance entre eux, désormais évidente, ne pouvait plus être ignorée.
À la résidence Massalia, Morgane regardait l'heure, consciente que le mardi approchait. Ce rendez-vous avec Baptiste, qui lui semblait anodin au départ, prenait désormais une dimension différente. Comme si, au milieu de toutes ces tensions, une autre histoire cherchait à émerger, plus légère en apparence, mais tout aussi importante dans son évolution personnelle. Ainsi, alors que la nuit retombait sur le quartier, chaque personnage avançait à sa manière, porté par ses propres doutes et ses propres espoirs. Mais une chose était certaine, ce qui s'était produit à la villa ne pouvait être ignoré. Et derrière cet accident, une vérité restait à découvrir, prête à bouleverser à nouveau l'équilibre fragile du Mistral.